notre thème d'aujourd'hui. J'ai appelé méditation, conscience et connaissance de soi. C'est de comprendre quel est l'objectif finalement de nos techniques. Vous savez qu'on cherche à atteindre l'état de méditation, mais qu'est-ce que ça veut dire atteindre l'état de méditation? Et comment ça se traduit au quotidien? Donc, on va beaucoup discuter ensemble aujourd'hui du lien entre les techniques et votre quotidien, comment les techniques peuvent vous aider à transformer des choses dans votre quotidien et comment la façon dont vous vivez au quotidien va avoir un impact sur votre ressenti des techniques. Donc, c'est notre sujet dans les deux sens, de la pratique amenée dans le quotidien et le quotidien qui a un impact sur la façon dont vous allez ressentir les choses. Donc, dans ce sens-là, à nouveau, mon objectif aujourd'hui, c'est que ce soit le plus personnel possible. On est une dizaine aujourd'hui dans cet atelier. Donc, vous pouvez déjà, si vous avez déjà quelque chose, ceux qui sont online, vous pouvez activer votre micro et participer. Ou me dire si c'est quelque chose que vous avez déjà pensé, pour ceux qui ont déjà un certain nombre de cours. Est-ce que vous avez déjà observé ce lien entre la pratique et votre vie quotidienne, des choses qui se sont transformées? Moi, il y a une posture active qui consiste à respirer et être conscient de l'instant, proprement parler, comme étant quelque chose à vivre pleinement, positif, ou en tout cas qui peut... Et tu fais le lien entre les deux, entre respiration et le fait de ressentir ce moment présent. Donc Valerio, lui, qui débute, il ne sait pas encore les impacts que ça peut avoir dans son quotidien, mais ce qu'il vit déjà, c'est le fait d'être attentif à sa respiration et grâce à cette attention à la respiration, d'avoir un vécu de l'instant présent ou une valorisation de l'instant présent plus forte. Pour les autres, vous avez des remarques ou vas-y Hélène. Moi, ce dont je me souviens, parce que c'est encore trop tôt pour cette reprise, pour en parler, mais à l'époque, au-delà de l'aspect énergie, santé, fluidité, comme si tout circulait bien, il y a un truc, ça paraît bête, mais je trouve qu'on avait l'air tous plus beaux quand on pratiquait. Quand on sortait d'une pratique, je trouve que tout le monde était plus beau. Et les témoignages. Et c'est curieux parce que voilà, c'est bête, mais c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai vu. Pas bête, c'est un bon témoignage. Je pense que quand on se sent bien, de manière générale, on irradie plus de choses, on transmet quelque chose de plus agréable, sans aucun doute. Moi, j'ai deux remarques. Une, pour rejoindre la scène, quand je pratique à la maison, qu'il y a un peu beaucoup de monde, mais si j'arrive à m'isoler, quand je sors de ma pratique, on va me faire la remarque que je vais être plus mineuse, plus détendue, enfin même pas plus détendue, mais qu'il y avait quelque chose vraiment de différent. Et l'expérience que j'ai faite cette semaine, enfin la semaine dernière, j'étais très prise de la gorge et j'avais énormément de rendez-vous et je devais prendre les transports en commun. Et ça en était devenu alors pas une angoisse, le mot est trop fort, mais c'était vraiment une appréhension de tousser, tu sais, quand ça gratte la gorge et que c'est l'enfer. Et je me suis retrouvée coincée. Je me dis, ça ne va pas être possible. J'avais le masque et tout. Et j'ai pensé, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai et je vais tester de changer de micro pour que vous puissiez entendre les... Super lent. Est-ce que si je mets ce micro, vas-y, parle bien fort, Caro, pour voir s'ils t'entendent. Donc, je me suis souvenue, j'ai fait la respiration, je respirais très lentement pour me concentrer. D'abord, je faisais les... Je vous donne juste le début de ce qu'elle a dit. Elle disait que comme elle avait mal à la gorge là, il y a déjà depuis plusieurs semaines, elle commençait à avoir une appréhension très forte simplement de sortir et d'aller dans les transports. Donc vas-y Caro, tu peux... Et donc au départ, je sentais que ça commençait à me gratter et je me suis dit, il faut que je tienne jusqu'à la prochaine station, il faut que je tienne jusqu'à la prochaine station. Et la station était loin, parce que c'était en TER. Et du coup, j'ai pas tout de suite pensé, mais je me suis concentrée pour me calmer à faire la respiration en 5, avec les 4 temps en 5. Et après, j'ai fait la respiration alternée pour me calmer et franchement, ça a fonctionné. Parce que j'étais partie, en fait, ça accélérait, c'était ma gêne de me mettre à tousser, ça avait provoqué, tu sais, et donc ça a accéléré le mouvement et j'ai aussi à inverser le processus. Okay. Les autres, vous avez
Les autres, vous avez des questions ou des remarques avant que je commence à développer le thème? Moi, j'ai remarqué que mes pensées moulinaient moins, c'est-à-dire que je ressasse moins les, soit des soucis, soit des pensées négatives. Ok, c'est une bonne chose. On va se conditionner profondément à imaginer des choses positives, à se sentir bien, à être focalisé. Donc naturellement, ça peut nous amener en effet à être moins dans les pensées qui tournent et notamment les pensées qui ne sont pas constructives. On va commencer ici notre thème plus formellement. Donc, première chose, c'est de comprendre quel est l'objectif de nos techniques. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà appréhendé dans les semaines dernières. L'objectif de nos techniques, c'est d'atteindre un haut niveau de concentration. Si on veut résumer en fait tout ce qu'on fait ensemble, c'est être concentré. Si on ne développait qu'une seule capacité de l'être humain, on prenait sa capacité de concentration et on l'augmente au maximum, d'une certaine façon, on a résolu un peu l'équation de la vie. L'intensité de la vie, la profondeur avec laquelle vous vivez les choses, l'impact que vous pouvez avoir sur votre quotidien. Vous me donniez comme exemple, comme témoignage, je brille plus, j'irradie plus quand je me sens bien autour de soi. Si on était capable de changer qu'une seule chose, si vous avez le petit génie avec la lampe d'Aladin qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez choisir en termes de capacité physiologique, ma recommandation, c'est de dire concentration maximale. Si la concentration était maximale, notre vie change. La plupart des difficultés qu'on a au quotidien, quand on vous reproche de, je ne sais pas être assez performant, pas être assez efficace, ou que vous n'écoutez pas un ami qui est en train de vous parler, vient d'un manque en fait de présence et de concentration. Donc, l'objectif de toutes nos techniques, on a beaucoup de techniques. On va voir ensemble aujourd'hui qu'on a 8 groupes de techniques. Pour les débutants, vous en avez appréhendé entre 4 et 5 pour l'instant. Et dans sa globalité, dans la De Rose méthode, on a 8 groupes de techniques qui proviennent des origines de la méditation. On développera ça aussi ensemble au fur et à mesure de l'année. Donc, on a 8 groupes de techniques. Mais la finalité de toutes ces techniques, c'est de nous amener à la dernière qu'on fait ensemble, que ce soit dans un cours de 30 minutes ou d'1 heure. On a toujours à la fin la technique de concentration et méditation. Donc, l'objectif de toutes nos techniques, c'est de créer les conditions idéales pour que vous soyez capable de vous concentrer parfaitement et de vous approcher de l'état de méditation. Pour avoir plus d'informations sur cette question d'état de méditation, reprenez l'atelier d'il y a 2-3 semaines qui s'appelle « De la concentration à la méditation ». Donc, je redonne les bases ici, mais je ne vais pas tout développer parce que c'est un atelier d'1 heure sur ce sujet en particulier. Mais notre but ici, c'est d'atteindre un haut niveau de concentration pour qu'à un moment donné, on ne soit plus dans les pensées, on ne soit plus en train de réfléchir sur le sujet, on soit simplement présent. Et à partir du moment où on est présent, on n'est plus en train de réfléchir, on n'est plus en train de juger, on est plus conscient, on perçoit davantage de choses. Aujourd'hui, dans le cours qu'on avait juste avant ici, juste avant notre atelier, je vous disais dans les techniques corporelles, amenez votre attention, cherchez à ressentir le corps, commencez à percevoir la densité du corps. Ce qui se passe quand on amène l'attention et qu'on est plus conscient, les perceptions augmentent. Partout où vous amenez votre attention, c'est comme si vous ameniez une loupe, les perceptions augmentent. Si vous êtes concentré sur votre relation avec un ami, les perceptions de cette relation augmentent. Si vous êtes concentré sur votre travail, les perceptions que vous avez de votre travail augmentent. Peu importe le sujet, là où on amène l'attention, les perceptions augmentent. Donc, naturellement, quand on est très concentré, qu'on atteint, on vise cet état de méditation, on s'approche de cet état de méditation, l'idée, c'est d'augmenter votre conscience. On entend souvent ce mot « expansion de la conscience », mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. À notre niveau, expansion de la conscience, c'est percevoir davantage de choses. C'est être tellement présent dans ce qu'on fait qu'on va ressentir davantage. Il y a tout un mécanisme précis dans la pratique, presque scientifique, pour nous amener à cet état. C'est ce que je vais vous décrire ici dans un premier temps. Ensuite, on verra ensemble comment nos techniques vont avoir, quel impact ils vont avoir dans le quotidien et en fonction de ce que vous faites dans votre quotidien, comment ça va avoir un impact sur votre ressenti des techniques. Donc déjà, on va essayer de comprendre la structure de nos techniques. Dans un cours débutant, vous avez
4-5 techniques, comme je vous le disais tout à l'heure. On a les techniques de respiration, les techniques corporelles, force, souplesse, équilibre, technique de décontraction et la technique de concentration à la fin. Ça, c'est les 4 premières techniques. On peut rajouter une 5e ici, qui est la technique de purification, parfois dans le cours d'1 heure. Vous avez tous fait des cours d'1 heure, pour ceux qui sont ici online, présentiel, je sais que vous les avez déjà fait. Ceux qui sont online, vous avez tous déjà fait des cours d'1 heure? Oui? Okay. Donc, dans le cours d'1 heure, en général, on fait aussi la technique de stimulation des organes à l'intérieur du ventre. On a plein de techniques différentes de purification. Et donc là, vous avez découvert d'une certaine façon 5 techniques. Respiration, purification, technique corporelle, décontraction et concentration, méditation. Donc, comment est-ce qu'elle marche, cette structure? On va avoir toute une structure ici qui va nous amener à la dernière partie de la pratique. Dans un premier temps, on commence par chercher à amener l'attention à l'intérieur de soi. C'est comme si notre conscience en permanence ou nos sens étaient en permanence en train de capter des informations de l'extérieur. On va tourner l'attention à l'intérieur de soi. On va essayer de se déconnecter un peu de ce qu'il y a à l'extérieur et de tourner l'attention à l'intérieur de soi et rentrer dans un état de plus de tranquillité, plus d'intériorisation d'une certaine façon. Pour les débutants, comment est-ce qu'on le fait? On vous dit au début du cours, amenez l'attention, fermez les yeux, concentrez-vous. On va utiliser des artifices d'une certaine façon. Quand le prof vous dit amenez l'attention sur la colonne vertébrale ou amenez l'attention sur votre corps, décontractez le corps, principalement, ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de vous amener déjà dans un état plus stable. Donc, au-delà de ressentir la colonne qui est intéressant en soi, ce qu'il est en train d'essayer de faire au début du cours, c'est d'amener déjà un état propice. Une fois qu'on passe au cours intermédiaire, vous êtes dans les premiers mois dans le cours débutant et ensuite vous passez dans un cours intermédiaire. Dans le cours intermédiaire, là, vous avez l'ensemble des techniques et cette même attention vers l'intérieur de soi va se traduire par 2 techniques. Et dans le cours intermédiaire, on donne le nom des techniques en sanskrit. Ça s'appelle mudra et puja. Et mudra et puja, c'est principalement de vivre les gestes. Comme vous le faites déjà, les débutants, on vous donne déjà le Shiva Mudra, on essaie déjà de vous faire ressentir un petit peu, on va approfondir ce vécu-là. Et l'objectif des gestes et ensuite du puja, qui est l'expression de la gratitude, c'est de créer les conditions idéales pour votre pratique. Donc, c'est pour ça que je disais presque de façon scientifique, il y a vraiment, avec ces 2 premières techniques, une introduction, si vous voulez. On n'arrive pas et poum, on commence directement. L'idéal, quand vous vivez quelque chose, c'est d'avoir un premier moment de connexion. Quand vous arrivez pour parler avec un ami, ou parler, on ne va pas tout de suite rentrer dans le sujet qui fâche, par exemple, ou le sujet profond sur lequel on a envie de parler. Il y a une phase de connexion. Même chose dans le business. Vous n'allez pas vous asseoir à table et commencer tout de suite, allez, on parle business. Non, on va prendre quelques minutes pour se poser, pour demander comment l'autre va, etc. Il y a cette intelligence d'une certaine façon dans la pratique. Ce n'est pas arriver tout de suite, allez, on fait une technique corporelle ou on fait une respiration. On a un temps d'introduction, on va se connecter à soi. Et en fonction de la qualité de cette connexion que vous allez créer dans les premières minutes, ça change complètement votre vécu du reste de la pratique. J'ai conscience que pour ceux qui débutent, c'est qu'ils sont encore dans les premiers cours, ce ne soit pas encore évident, cette différence-là. Mais assez vite, vous allez le percevoir. Qu'en fonction de la qualité avec laquelle vous commencez votre pratique, si vous êtes capable vraiment d'amener l'attention, d'être présent, toutes les autres techniques derrière vont être plus fortes. Chacune des techniques que vous faites après va avoir une autre dimension si vous-même, vous êtes plus stable, si vous êtes plus dans l'intériorisation, si vous êtes plus concentré. Donc, on a cette introduction. Une fois qu'on a fait cette introduction, on a 3 ou 4 techniques de stimulation. On va avoir pour les débutants, comme je l'ai dit tout à l'heure, purification, technique corporelle, qui vont être nos 2 grandes techniques. Et juste avant, technique de respiration. Respiration, purification et technique corporelle. Dans le cours intermédiaire, on rajoutera une technique encore avant, qui est la technique de vocalisation, qui vise en fait une purification, mais à un niveau plus subtil. Donc, on aura vocalisation, respiration, technique de purification des organes à l'intérieur du ventre notamment et d'autres, et technique corporelle. Et donc, vous avez un bloc de 4 techniques qui visent principalement à développer votre potentiel, à stimuler le corps. Donc, c'est là que les choses sérieuses, entre guillemets, commencent. On a commencé, introduction, on est bien concentré. Et là, on va amener un certain nombre de techniques qui permettent de stimuler votre corps.
Et là, le prof va varier, que ce soit dans le cours de 30 minutes ou d'1 heure, on a plein de possibilités différentes. On peut jouer avec les différentes techniques. On donne certaines techniques corporelles, on donne la respiration. Vous remarquerez qu'à l'intérieur de toutes ces techniques-là viennent des visualisations. Je n'ai pas séparé comme une technique à part entière, parce que la visualisation, on l'utilise dans chacune des techniques. Et donc, on a ce bloc ici du milieu de stimulation, principalement pour que vous soyez à la fois, comme je l'avais évoqué dans d'autres cours théoriques, à la fois détendu et en même temps en pleine forme. Et une fois qu'on a fini ce bloc des 4 techniques au milieu, intelligemment, à nouveau, on a un temps à la fin pour assimiler tout ça. Donc, vient à ce moment-là la décontraction. Vous voyez qu'il y a un ordre précis dans les techniques. On peut jouer parfois dans certains cours, on inversera l'ordre des techniques, mais dans cet ordre-là, c'est extrêmement efficace. Donc, stimulation, décontraction. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a fait la décontraction, on revient de la décontraction et on est dans les conditions idéales pour faire notre exercice de concentration et méditation. C'est la logique de la pratique qu'on va respecter quasiment tout le temps. Introduction, on amène l'attention, on stimule, on stimule, on stimule pour développer notre potentiel. On assimile tout ça avec la décontraction et on utilise tout ça à la fin pour entraîner concentration et méditation. Donc, notre objectif, c'est d'entraîner dans la pratique un haut niveau de concentration. Mais un des objectifs principaux de tout ça, c'est d'amener ces techniques-là dans votre quotidien. Ce n'est pas de respirer de la façon idéale pour ensuite respirer avec la respiration très haute et très courte qu'on a au quotidien. Ce n'est pas d'imaginer les choses de façon idéale dans la pratique. Pendant 30 minutes ou 1 heure, on imagine qu'on est en pleine forme, on imagine qu'on est en pleine santé, on imagine qu'on est fort, on imagine qu'on a confiance en nous. Puis après, tout le reste de la journée, vous dites non, je suis un moins que rien, je suis nul, je ne suis pas capable d'y arriver, ça ne va pas marcher. Donc, d'une certaine façon, on apprend à visualiser on apprend à visualiser dans les 5-10 minutes pour ensuite visualiser de cette façon-là dans le reste de la journée. On apprend à créer des images mentales, on va utiliser ces images mentales de la même façon, exactement de la même façon dans votre quotidien. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas assis avec les yeux fermés, vous n'êtes pas en position de décontraction. Mais vous pouvez de la même façon projeter mentalement ce que vous souhaitez. Comment ce mécanisme il va fonctionner? Il va fonctionner de la façon suivante. On va rendre conscient un certain nombre de choses qui sont inconscientes pour les optimiser et qu'ensuite, inconsciemment, vous les utilisiez. Vous êtes embrouillé là dans la réflexion. Consciemment, inconsciemment, consciemment, inconsciemment. Je vais réexpliquer ce que je voulais dire. La respiration, elle est inconsciente au quotidien. Elle est principalement inconsciente. Comment est-ce que je peux l'améliorer? Je vais amener l'attention dessus, je vais la rendre profondément consciente pendant 5-10 minutes de ma pratique. En la rendant profondément consciente, je vais l'entraîner. L'idée, c'est que vous fassiez ça suffisamment de fois pour qu'un jour, inconsciemment, vous respiriez déjà de cette façon-là. Vous n'ayez plus besoin d'y penser. Mon conseil à court terme, c'est, comme le disait tout à l'heure Valerio, c'est d'y penser justement. D'avoir différents moments dans votre journée. Vous dites, tiens, comment est-ce que je suis en train de respirer? J'ai une respiration plus profonde. Et que ce soit devenu suffisamment automatique à un moment donné pour que, au niveau neurovégétatif, au niveau inconscient des fonctionnements du corps, ça se fasse naturellement. Donc, si votre respiration n'est pas encore complète, là, vous pouvez l'observer tout de suite sans la modifier. Si elle n'est pas encore complète, il faut simplement s'entraîner le plus souvent possible pour qu'elle devienne complète inconsciemment. Il y en a qui se disent qu'il y a du chemin à faire pour arriver jusqu'à cette respiration complète inconsciente. C'est l'idée. Plus en tout cas, même si vous ne faites pas une respiration complète totale, si vous passez de 5% d'une petite respiration à déjà 10%, une respiration déjà 2 fois plus ample au quotidien, la transformation sera déjà énorme. Mais ça ne s'arrête pas uniquement à la respiration, c'est valable pour l'ensemble des techniques. Si pendant le cours, on travaille la conscience corporelle et on va apprendre par exemple à avoir le dos droit, l'idée, ce n'est pas que vous ayez le dos droit pendant 10 minutes du cours, qu'après tout le reste de la journée, vous êtes complètement courbé, vous êtes tendu, vous êtes contracté. L'idée, c'est d'utiliser toute cette conscience corporelle que vous avez développée dans le cours. Il y en a qui se redressent quand je dis ça. L'idée, c'est d'avoir cette conscience corporelle. On ne va pas l'appliquer stricto sensu, si vous voulez. Ce n'est pas que toute la journée, je dis « Oh mon Dieu, dans quelle position je suis, je ne bouge plus ». Il ne faut pas devenir des psychopathes du développement personnel. Il faut rester tranquille. Mais tranquillement, à notre rythme, il faut que ça soit cohérent, si vous voulez, avec ce que vous apprenez. Donc, si
à chaque cours, je vous dis, et Thiong, éditeur, et tous les professeurs avec qui vous allez faire cours vous disent mettez le dos droit, ressentez que la colonne est parfaitement droite. Pourquoi pas avoir le dos droit et la colonne droite dans votre vie quotidienne? C'est là que ça va devenir intéressant, parce que si vous voyez le nombre d'heures qu'il y a dans la journée, si vous ne faites que pendant 5 minutes, la bonne respiration, la bonne posture du dos, etc., ça va rester un impact petit, conséquent malgré tout. Dans tous les cas, ça va fonctionner. Mais petit par rapport à comment vous pourriez en profiter si vous utilisiez cette façon-là de faire différentes choses dans votre vie quotidienne. Donc, d'une certaine façon, la pratique, et là, je fais référence à ma toute première professeure que Hélène a connue, elle, Sonia, me disait toujours la salle de pratique, c'est le laboratoire. Vous l'utilisez un peu comme on fait des expériences un petit peu avec soi pour voir ce qui va fonctionner. On amène l'attention, on est très conscient pendant une demi-heure, 1 heure, mais l'idée du laboratoire, c'est d'appliquer derrière les choses. C'est la recherche appliquée, si vous voulez. On ne fait pas de la recherche fondamentale. On fait de la recherche sur soi, on essaie de découvrir des choses, de ressentir des choses. L'idée, c'est que vous l'appliquiez. Notre méthode, elle s'applique en dehors en fait, de la salle de pratique et pas dans la salle de pratique. Dans la salle de pratique, on s'entraîne. L'application, c'est en dehors. De façon très simple, respirer de façon plus profonde, visualiser de façon plus positive, décontracter davantage votre corps, le dos droit. Je donne les exemples les plus palpables, les plus concrets, mais il y a un moment donné où plus vous faites cette pratique, plus naturellement vous allez amener les choses dans votre quotidien. Donc, c'est rendre conscient ce qui est inconscient. Ce n'est pas seulement la respiration, mais les pensées, on l'avait vu la semaine dernière sur la visualisation. On avait vu que les pensées étaient profondément inconscientes. Vous vous souvenez de l'exercice qu'on avait fait, par exemple, pour ne pas visualiser un éléphant rose. On avait vu que c'était très difficile et qu'on avait du mal à guider nos pensées. Donc, nos pensées sont profondément inconscientes. Là, on les rend conscientes pour apprendre à les optimiser pour qu'ensuite, vous puissiez faire exactement la même chose dans votre quotidien. La technique de visualisation est peut-être la technique la plus redoutable, je vais dire, dans votre quotidien si vous voulez transformer des choses dans votre quotidien. Apprendre à visualiser. Et vous voyez que je ne l'ai pas placé, j'ai dit qu'on avait 8 groupes de techniques, je n'ai pas placé la visualisation séparée. Elle s'utilise dans toutes les techniques. On commence la respiration, on visualise des choses dans la respiration, on imagine qu'on capte de l'énergie. Dans les techniques corporelles, on imagine ce qu'on souhaite voir arriver, ainsi de suite. La technique de visualisation, à partir du moment où vous l'utilisez dans votre quotidien, là, pour le coup, tous nos élèves qui ont été un peu constants, qui ont répété les visualisations de façon fréquente, ont vu vraiment des résultats très rapides. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, ça devienne vraiment une habitude, de la même façon qu'avec la respiration. Que tout ce que vous faites, d'une certaine façon, vous le visualisiez, vous l'imaginez de façon plus positive. Vous êtes en fait dans toute la journée en train de visualiser des choses. Chaque instant de notre journée, on est en train de créer des images mentales, créer une réalité mentale. Quand vous vivez quelque chose, vous êtes en train de vous le représenter mentalement. On n'est pas en contact direct avec la réalité, on est en contact avec la représentation qu'on a du réel. On a l'habitude de distinguer les formes, de mettre des mots sur les différentes choses, on se représente le réel. Donc, on est en permanence en train de créer des réalités mentales. Et à nouveau, en rendant conscient ce processus, vous pouvez l'optimiser, le développer pour l'utiliser. Et donc là, vous apprenez ça dans les cours, utilisez autant que vous voulez cette technique-là. Exemple, j'avais déjà donné ces exemples la semaine dernière. On a une réunion importante. Qu'est-ce qu'on va visualiser avant cette réunion ou pendant cette réunion? Répondez toujours à la question que je vous ai posée la semaine dernière. Qu'est-ce que je veux voir arriver? Si vous savez ce que vous voulez, vous saurez quoi visualiser. Mais même quand ce qu'on veut dépend des autres familles? Même quand ce qu'on veut dépend des autres, demande Mounia. Et Laurence pose le mot outcome, en effet. Qu'est-ce que je veux voir arriver? Quel est l'outcome en anglais de cette situation? À partir du moment où ça, c'est clair pour moi, je sais ce que je veux visualiser. Même quand ça dépend des autres, tu sais ce que tu veux visualiser, ça veut dire que ça va arriver. Il faut avoir conscience que votre visualisation, elle a une certaine puissance, mais d'autres gens ont aussi leur puissance. Donc, si vous vous dites, comme dans un match, par exemple, un match de foot ou de tennis ou de n'importe quoi, les 2 équipes arrivent, vous pouvez visualiser, mais si vous jouez à l'extérieur, vous avez 60 000 personnes autour de vous qui sont en train d'imaginer que vous allez perdre. Donc, les deux forces se rencontrent et une des deux va gagner.
l'histoire raconte que dans des grandes batailles, Napoléon, avant une bataille, il y avait l'habitude à l'époque de Napoléon de bénir l'armée avant qu'elle parte au combat. Et à un moment donné, il y avait les deux armées l'une face à l'autre, l'armée de Napoléon face à ses adversaires. Et les proches de Napoléon, à un moment donné, étaient un petit peu perplexes parce qu'ils voyaient l'autre armée se faire bénir aussi. Donc là, ils ont demandé à Napoléon, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'eux, ils sont bénis, nous, on est bénis aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Napoléon aurait eu une phrase célèbre qui aurait dit « Dieu est du côté des grandes armées ». Donc, il y a une force qui va se rencontrer, mais c'est la force la plus puissante qui va gagner. Donc, c'est un peu la même chose sur cette question. Alors, il faut éviter aussi de créer trop de visualisation dans le sens certitude, justement, qu'on va obtenir quelque chose avec les autres personnes. De se dire, par exemple, je ne sais pas, ça dépend de l'autre personne, visualiser de façon très forte, de dire, je vais, je ne sais pas, conquérir cette personne ou je vais rester de façon très forte. C'est de la même façon que dans les actes, les pensées, de la même façon que dans les actes, peuvent être intéressantes ou pas très intéressantes. Si dans les actes, on montre à l'autre que c'est nous qui décidons tout seul si on veut être avec lui ou pas, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Du coup, dans les pensées, c'est la même chose. Dans les pensées, on peut se dire, je souhaiterais être avec elle, je souhaiterais que ça se passe bien, je souhaiterais que la rencontre se passe bien et que les deux aient envie. Et nous, on va créer les conditions idéales pour. Mais pas la mentalisation, je vais obtenir ce truc-là. Par contre, dans le travail, oui, vous pouvez dire, je vais arriver dans le sport à 200 mètres, qu'on avait dit dans l'apnée, je vais arriver là. Ça, vous pouvez faire la mentalisation de façon très franche. Avec l'autre, c'est plus subtil, comme les actions, de la même façon que les actions. Ça peut devenir vraiment une habitude sur un tas de choses. Vous êtes en train de manger. Est-ce que quand vous mangez, ça vous est déjà arrivé de penser que vous êtes en train de manger quelque chose de mauvais pour votre corps? Je mange le truc, mais là, j'en prends juste un petit bout parce que je sais que c'est mauvais. Souvent, on crée cette mentalisation. On est en train de manger le gâteau ou la sucrerie ou le truc qu'on a appris qui nous fait du mal et on est déjà en train d'imaginer qu'il nous fait du mal. Ou parfois, quand on est en mode, on cherche à perdre du poids, on mange en disant déjà, oh mon Dieu, j'en prends un tout petit bout parce que ça va me faire grossir. Qui a déjà eu des pensées négatives en mangeant? Ça vous dit quelque chose? Eh bien, vous faites une double peine d'une certaine façon. Parce que non seulement, déjà, vous profitez un peu moins du gâteau que vous êtes en train de manger, si vous dites qu'il vous fait du mal, mais vous êtes en train de donner l'indication à votre corps de comment vous voulez qu'il réagisse. Et on avait vu la semaine dernière toute la force, tout l'impact que vont avoir les pensées dans notre quotidien. Donc, c'est une forme… Pourquoi est-ce que je vous donne ces exemples très concrets du quotidien? Parce que c'est ça qui peut se transformer grâce à votre entraînement de 30 minutes ou d'1 heure. À partir du moment où vous avez appris à mentaliser de façon positive, quand vous allez vous prendre vous-même à manger le gâteau et vous dire ah, « ça va me faire du mal », vous pouvez vous dire « ce gâteau va me faire du bien, il va renforcer mes muscles, je vais me sentir léger et frais et dispo quand je vais sortir ». Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Mais si vous y croyez, ça va mieux marcher que si vous vous dites « oh mon Dieu, je vais être lourd, ça va me faire du mal », etc. Vous remarquerez qu'il y a énormément de moments où on se conditionne de façon négative. Exemple, le soir avant de se coucher, de se dire « ah non, il me reste plus que tant d'heures à dormir, je vais me réveiller, ça va être horrible ». Qui a déjà eu? Moi, j'ai très souvent ce genre de visualisation. On se conditionne déjà le soir à se dire qu'au réveil, on va se… Et donc, quel message? En plus, on va plonger dans l'inconscient après, dans tout le sommeil. On est en train de passer le message au corps, tu ne vas pas bien te reposer. Et quand on se prend à faire ça, on peut switcher et se dire, non, quelle est ma visualisation? C'est que dans mes 5 heures, je me détende bien, que je sois déjà assez en forme. Et vous pouvez éventuellement, si vous sentez, vous savez, vous connaissez, vous savez que les 5 heures, de toute façon, ça ne suffit pas. Il ne faut pas se tromper non plus soi-même, ça ne marche pas de se dire je vais être en pleine forme quand vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez orienter tout ça, vous dire ok, je vais déjà me reposer 5 heures et qu'est-ce que je vais faire le lendemain pour me sentir bien? Je vais me mettre un moment de décontraction, je vais aller me balader. Au lieu de faire à nouveau la double peine, c'est-à-dire vous savez que vous allez dormir 5 heures, vous dites vous-même que ça va être horrible, le matin vous vous réveillez, c'est horrible, et toute la journée s'enchaîne de cette façon-là. D'une certaine façon, en rentrant dans votre inconscient pour reprogrammer les choses, c'est comme si vous donniez la force, la capacité, le pouvoir de transformer votre quotidien. Comme si on hackait le système d'une certaine façon. Au lieu d'avoir les enchaînements qu'on a toujours l'habitude d'avoir, je pense que ça ne va pas bien se passer, la journée commence mal.
très souvent, on entend les phrases comme « aujourd'hui, c'est une mauvaise journée ». Qui a déjà dit cette phrase? Il aurait mieux fait de ne pas se lever. Il aurait mieux fait de ne pas se lever, dit Valerio. On a tous eu à des moments ce genre de phrase-là. On est en train de conditionner que la journée va être horrible. Alors que vous pouvez, quand vous prenez à nouveau dans ce genre de pensée, switcher. Se dire, OK, jusque-là, ma journée a été désastreuse. Comment est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux dans les heures qui restent dans la journée? Une chose que vous pouvez faire très simple, très concrète pour jouer un petit peu avec ce mécanisme-là, c'est vous êtes le soir, vous avez fini votre journée. De poser à l'écrit comment est-ce que vous souhaitez passer les 2 heures, les 3 heures. Parce que souvent, on rentre en mode pilote automatique. On rentre du travail, on est épuisé. Et qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton de la télé. Et là, on se met en mode lobotomisation. Et la journée se passe, on est encore plus fatigué ou moins content qu'avant de lancer notre série ou notre film. Je ne dis pas que je suis contre les séries ou les films, hein, j'aime beaucoup. Mais c'est intéressant de se poser la question à quel moment on a vraiment envie de le faire ou à quel moment c'est juste une sorte de palliatif à un état mental de dispersion. On est très dispersé, on est fatigué, on n'a pas trop envie de sentir d'une certaine façon le moment présent, donc on se repose là-dessus. Mais on sait très bien qu'en terminant les 2 heures de série ou de quoi que ce soit, on ne se sent pas mieux à la fin. Donc, se poser la question à différents moments de la journée de qu'est-ce que vous souhaitez, de façon très simple, hein, c'est pas prenez, vous écrivez qu'est-ce que je souhaite des prochaines heures, est une façon de reprogrammer ça et de reconstruire ça. Donc là, on a vu des exemples à nouveau, pour que vous ayez conscience que l'objectif de ces techniques, c'est d'avoir un impact sur votre quotidien. Un impact vers quoi? Vers plus de conscience, vers plus de lucidité. On vise dans les techniques l'état de méditation, qui est un état de conscience, de lucidité, de présence. On va essayer d'amener ça par différents ponts, en utilisant ces différentes techniques dans notre quotidien. Et c'est là qu'on va avoir un résultat vraiment intéressant. Avant que je développe dans l'autre sens comment le quotidien va impacter la pratique, dites-moi un petit peu si ça vous parle tout ça, c'est concret, si vous avez des questions déjà sur cette application dans le quotidien. Super concret. Vous avez des super exemples. Caro a dit c'est super concret. OK. Ouais, attends, je vais changer le micro pour qu'on t'entende. Par exemple, parle bien fort pour qu'il t'entende. On pourrait parler par exemple aussi, tu sais, quand tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir parce que justement là, tu as énormément de pensées. Tu sais, tu t'endors, poum, tu as une pensée, tu te réveilles. Ah merde. Tu as une deuxième, tu te rendors, une autre pensée. Et à un moment donné, bon voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais quoi? Le problème, c'est quand tu commences à te dire « Oh là là, j'arrive pas à dormir ». Là, il faut se lever. C'est mieux se lever, prendre un carnet, poser ses idées, pratiquer. Je sais pas. Alors, tout à l'heure, je citais les exemples qui ont modifié. Vous entendez bien, c'est bon quand les autres. Okay. Tout à l'heure, je disais en préambule, je n'ai pas vu de différence dans mon corps manifeste de la pratique. Mais en fait, si. C'est un peu artificiel, mais j'arrive à m'endormir statistiquement à 90% dans le quart d'heure quand j'écoute la relaxation le soir. Avant d'arriver à la fin, je te dis à 80%, je suis en train de dormir. Après, je me réveille éventuellement, mais ça marche très bien. Donc, rendons à César ce qui est à César. Donc vous pouvez utiliser ça, c'est une autre technique dont je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, la technique de relaxation. Va vous aider. En effet, elle peut être utilisée juste avant de dormir, éventuellement se laisser rentrer dans l'état de sommeil. Et elle peut être utilisée aussi dans la journée pour recharger vos batteries. Les jours où vous êtes fatigué, une longue décontraction peut être excellente, peut changer complètement votre journée. Et à nouveau, et je vais répondre aussi à un peu le sujet qu'a posé Dieter, pendant la nuit, le moment où on n'arrive pas à dormir. Mais c'est un peu la même chose aussi que pendant la journée où, à nouveau, vous passez une journée qui n'est pas agréable. Est-ce qu'à un moment donné, on prend vraiment un temps pour faire un reset, pour se dire, OK, je veux changer le cours de ma journée? Pour ma part, la relaxation dans ce sens-là, elle est extraordinaire. Si vraiment je me suis réveillé, que je suis fatigué, que je ne me sens pas bien, faire une longue relaxation, parfois 10 minutes, parfois 20 minutes ou 30 minutes, en général, ensuite je vais faire d'autres techniques, respiration, différentes techniques que vous connaissez déjà tous. Et parfois ça change vraiment complètement le destin, entre guillemets, de ma journée.
Pour la nuit, je pense que la même logique peut... Il n'y a pas de miracle, hein, déjà, ça dépend un peu, ça dépend des causes pour lesquelles on n'arrive pas à dormir. Mais je dirais que la même logique fonctionne parfois très bien. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le... Comme l'a dit Mounia, le moment où on commence à se dire là, j'arrive pas à dormir, il y a le fait de ne pas arriver à dormir et le moment où on se dit à soi-même qu'on n'arrive pas à dormir et qu'en plus, éventuellement, le lendemain, on doit ceci ou cela. C'est là qu'on commence à créer une espèce de boule de neige émotionnelle. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc en effet, une stratégie éventuellement adoptée, celle qu'a posée Dieter, pour moi, elle fonctionne. Les jours vraiment où j'ai trop de choses dans la tête et j'arrive pas à dormir, parfois il vaut mieux que je prenne la décision vraiment de me lever. Vraiment de me lever et de me dire, ou pas forcément de me lever, mais de rester en lit et d'écrire vraiment ce que j'ai dans la tête. Et à partir du moment où j'ai écrit ce que je ressens ou pourquoi je suis préoccupé, etc., quand c'est sorti de moi et que c'est posé à l'écrit, d'une certaine façon, on passe un message qu'on n'a plus besoin de traiter l'information. Donc, très souvent, notre cerveau continue à tourner parce que c'est comme s'il devait vous rappeler ce que vous devez faire. Il doit vous rappeler que le sujet important est inquiétant et qu'il faut prendre une décision. Donc, le fait de le poser à l'extérieur de soi peut être excellent. Et après, à nouveau, ce n'est pas magique parce que ça dépend des causes pour lesquelles vous n'arrivez pas à dormir. La respiration peut aider aussi à ralentir les pensées, à s'endormir. La relaxation peut aider beaucoup. Donc, pour certains, mettre en effet un enregistrement que vous avez sur notre site, vous avez plusieurs vidéos et audios de relaxation. Vous pouvez tester, ça marche assez bien. Peut-être que d'autres, vous avez d'autres, comme on a tous peut-être vécu différents moments de notre vie, des moments où on n'arrivait pas à dormir, vous avez peut-être d'autres astuces qui ont marché pour vous. En ancien temps, les doudous. Les doudous. Principalement, on a besoin d'être rassuré en fait quand on est enfant pour dormir, mais c'est la même chose, on a besoin quand on est adulte. C'est juste qu'on ne se permet pas d'exprimer les choses de la même façon. Donc, on a ce travail de se rassurer soi-même en fait, d'une certaine façon. Donc, se rassurer soi-même, ça peut être en écrivant. Pour ma part, il y a deux types de nuits. Il y a la nuit où éventuellement, je n'arrive pas à dormir et je suis fâché contre ça. Et il y a la nuit où je n'arrive pas à dormir et je suis content. Et là, c'est complètement différent. Je suis content, je me dis, bon, c'est pas grave, le lendemain, tout se passe bien. Et le niveau de fatigue n'est pas le même d'ailleurs. Parce qu'on peut rester dans le lit, même si on ne s'endort pas complètement et se reposer, et être dans un état correct, je ne dis pas qu'on est en pleine forme, mais correct le matin, ou on peut être à nouveau dans un état catastrophique parce que d'une certaine façon, on a lutté contre. C'est comme dans les techniques corporelles, vous faites une position, elle est dure, et vous pouvez être en lutte contre l'effort physique. Quand est-ce qu'on revient? Quand est-ce qu'on revient? C'est difficile, c'est difficile. Et dans les techniques corporelles, on apprend à faire ce travail. On apprend à faire ce travail à nouveau de transformation de la mentalisation. Je suis dedans, qu'est-ce que je souhaite voir arriver? Quel plaisir je vais réussir à prendre dans la technique? Et donc, on est en train d'entraîner en fait la gestion des émotions. Et donc, vous allez avoir besoin exactement de la même chose dans votre quotidien. D'autres astuces pour arriver à moins penser la nuit ou une chose comme ça que vous auriez expérimenté ou essayé? Pour ceux qui sont online, en fait, on a tous essayé les mêmes choses. Mais c'est intéressant de poser des mots dessus et de partager ce genre d'expérience parce qu'au moment où ça revient, à nouveau, on a plus de ressources. Moi, ce que je fais parfois, c'est que Vas-y, Mounia. je regarde mon agenda du lendemain et du lendemain matin et j'enlève les trucs, j'annule des rendez-vous, par exemple. Et ça, c'est génial parce que du coup, en fait, déjà, rien n'est une urgence. En fait, il y a plein de trucs que tu peux décaler. Donc, je m'allège ma journée et du coup, ça me déstresse déjà. Au lieu d'avoir cette pensée de demain, en plus, j'ai ça, je me dis, au pire, demain matin, je ferai la sieste et c'est cool. Et ça peut devenir même un truc sympa de ne pas avoir dormi. Pour moi, ça marche très bien, en fait, le fait de faire ça. C'est un peu la même chose que toi. Dans les premiers temps, si je sens que je n'arrive pas déjà à dormir ou que je me suis couché trop tard, je le décale. Bon, après, il faut avoir la possibilité de le faire. Ça dépend si vous êtes salarié déjà ou entrepreneur. Mais dans mon cas, je décale, même si je ne vais pas me réveiller à l'heure du réveil, mais je m'enlève la pression du réveil. Et le fait de s'enlever la pression, en fait, de se rassurer soi-même, en général… Soit on s'endort, soit on profite du moment.
soit on s'endort, soit en effet on profite souvent, plus. Souvent, on fait justement tout ce travail la nuit. Déjà, tu n'arrives pas à dormir. Donc, avant que tu te lèves pour écrire ce que tu veux faire, pratique. Ouais. Il est déjà 4h30, tu vois. Mais Et là, tu commences à dormir. Oui, mais t'es moins vénère si tu sais que le matin tu vas pouvoir faire la grasse mat. Parce que Ah oui. d'habitude, t'avais prévu de faire ta pratique, d'écrire le matin, bah, tout ça c'est fait. Moi, tu dis qu'est-ce que je peux m'enlever C'est là, vrai. le temps que je suis réveillée, je m'enlève ce que je voulais faire. Alors, il y a une autre intervention aussi sur le chat. Paul-Henri propose me formuler des mots random déconnectés les uns des autres. Lampadaire, cactus, Danemark. Au bout d'une vingtaine de mots, je m'endors souvent. Ah, j'adore. Ah, là, il va nous donner une astuce redoutable à essayer. Ah, t'as raté, c'est trop tard. C'est hyper. T'étais pas concentré. Non, tu Je peux rigole, concentrer, je il y rigole. a deux individus ici. J'ai rigolé. Et il dit que mentalement, il va formuler des mots. C'est formulé à l'oral ou formulé dans ta tête, Paul-Henri? Dans sa tête. Il va formuler différents mots qui sont déconnectés les uns des autres. Il disait lampadaire, cactus, Danemark, et que lui, ça l'endort. Je pense que c'est un peu l'astuce qu'on donne en termes d'image de compter les moutons aussi. C'est-à-dire, on amène finalement, tout le problème, c'est que les pensées sont inquiètes, elles sont turbulentes. On les emmène ailleurs. On les amène dans une direction où elles arrivent à se calmer. Je pense que c'est un peu la même logique ici. Là, on parle beaucoup de mots, de poser. Il y a quand même encore un autre truc, c'est faire de l'effort physique. Faire un effort physique, en effet, ça va changer beaucoup la qualité du sommeil. Bah oui, pas forcément la nuit, encore de la journée, de la nuit. Mais pendant la journée, en tout cas. Tu dors mieux quand t'as fait Pour un mieux effort. dormir. Tu réveilles ton partenaire. Pour mieux dormir, Ça va mieux après. pour mieux dormir le soir, en effet, l'effort physique va aider beaucoup à se reposer. Donc, on va passer ici à la suite, qui est la question de comment notre quotidien, à l'inverse, va avoir un impact sur la façon dont on vit les techniques. On a des turbulents dans la classe. Faire un petit peu d'ordre. Genre le fond de classe. Alors, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que vous allez commencer à percevoir que d'un jour à l'autre, votre pratique n'est pas du tout la même. Même si le contenu est exactement le même. C'est le même prof, il donne les mêmes techniques. Mais vous arrivez dans la pratique et votre ressenti de la pratique n'est pas la même. Si vous avez une bonne régularité dans les cours, vous allez commencer à ressentir ça. Vous allez voir qu'un jour, le cours est merveilleux. Tout se passe de la façon la plus parfaite possible. Vous ressentez l'air qui rentre dans vos voies respiratoires, c'est une merveille. Et un autre jour, vous arrivez dans le cours et vous êtes dispersé, comme on décrivait un petit peu dans la nuit. Il y a beaucoup de pensées, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas concentré, c'est difficile. Et en fait, de la façon dont vous vivez au quotidien, les différentes choses que vous faites au quotidien vont avoir un impact énorme sur la pratique elle-même. Donc la pratique, nos techniques vont nous amener à avoir un impact sur le quotidien, à transformer notre quotidien vers plus de lucidité, plus de conscience, plus d'attention. Mais plus vous mettez en place des éléments dans votre quotidien qui font que vous vous sentez bien, que vous êtes attentif, vous êtes lucide, vous êtes conscient, plus la réciproque est vraie. Ça m'arrive que les gens me disent « j'adore », ils font le premier cours, ils disent « j'adore le cours ». Il y en a un autre à côté, il a fait son premier cours, il dit « j'ai pas aimé le cours ». Principalement, ça vient de ce facteur-là. C'est ce qu'on est déjà en fait en train de travailler ça de façon presque naturelle dans notre vie. Ce n'est pas la première fois que vous êtes attentif à vous-même, ce n'est pas la première fois que vous entraînez la concentration d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on a déjà cultivé depuis longtemps. Donc, au moment où on doit le mobiliser, c'est agréable. Et donc, plus vous, d'une certaine façon, vivez aligné avec cette idée-là, d'avoir plus de conscience, plus de présence dans votre quotidien, plus ça va être facile dans les cours. Plus vous allez en profiter, plus vous allez prendre du plaisir. Un des exemples les plus forts de ça, c'est la qualité de la gestion de vos émotions et la qualité des relations humaines que vous avez au quotidien. Si on doit prendre un élément où le bas blesse, en général, en termes de lucidité, de niveau de conscience, c'est les disputes qu'on a. Vous pouvez faire un travail merveilleux avec nos deux respirations, de concentration, techniques de purification. Tout
est parfait, vous sortez du cours, vous êtes presque en train de léviter, vous êtes sur un petit nuage, vous sentez que vous êtes léger, vous avez fait la visualisation, que tout votre corps va bien, etc. Vous êtes vraiment au top de votre potentiel. Et vous sortez du cours, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous bouscule et vous commencez à agresser cette personne. Tout ce travail-là, en une fraction de seconde, est complètement détruit. Donc, en fonction de comment on gère nos relations humaines, c'est-à-dire si vous faites un travail de conscience, de lucidité ici, mais que votre comportement est en désaccord avec ça, c'est comme si à chaque fois, à chaque cours, vous revenez au même niveau, en fait. D'une certaine façon, je te donne la parole tout de suite, Valerio, d'une certaine façon, nos techniques ne fonctionnent pas. C'est le scoop de la soirée, ne fonctionnent pas si on n'a pas un travail d'attention au quotidien de la qualité de notre comportement. Si tous les jours, vous avez l'habitude de vous énerver, de vous disputer, vous pouvez faire 10 ans d'entraînement de méditation, l'effet sera relativement faible. Vas-y, Valerio. J'allais réagir au sens où tu donnes un contre-exemple, c'est-à-dire que si ce que tu as fait est vraiment percolé, perfusé dans ton âme, l'accident que tu cites, qui habituellement nous met hors de nous, quelque part, il n'existe plus. Ça serait le but. Exactement, tu as 100% raison dans l'idée. Dans la pratique, on est en chemin pour arriver vers ça. Et pour accélérer le chemin, justement, on va essayer d'adopter le comportement de l'arrivée pour accélérer cet apprentissage. Si on cherche pas, si on n'a pas cette envie, cette volonté d'avoir une qualité de comportement au quotidien, parce qu'il y a pour certaines personnes, ce n'est pas l'objectif dans leur vie, ils ne voient pas pourquoi on ne devrait pas se disputer avec les gens, on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas se fâcher de temps en temps, on doit s'énerver, ça fait partie de la vie. Donc, si ce n'est pas un objectif en particulier, on a beau stimuler, développer ça, si tu veux, c'est comme si à travers les techniques, tu développes ton potentiel, mais tu développes ce que tu as envie de développer aussi. Ça ne force pas un développement. Ce n'est pas parce que tu fais ces techniques que tu vas devenir gentil, si tu veux. Ou ce n'est pas parce que, peu importe ce que tu veux, ce n'est pas la personne qui est très méchante, elle ne va pas devenir très gentille avec ça. Même elle peut devenir peut-être plus méchante parce qu'elle est plus concentrée, elle est plus présente. Donc, cette transformation, il faut qu'il y ait une intention aussi dans la qualité du comportement. Et c'est pour ça que nos cours théoriques sont importants, où on met en perspective pour comprendre vraiment la profondeur de ce qu'on utilise ici et l'appliquer vraiment au quotidien. Et dans ce sens-là, c'est un entraînement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de grand speech qu'on va faire ensemble. À partir de demain, ne vous disputez plus avec vos collègues. Ça ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Ça va être un entraînement. De la même façon qu'on entraîne une technique respiratoire, on va s'entraîner au quotidien, on va avoir des comportements qu'on ne souhaite pas avoir, on va se disputer encore avec, et on va s'entraîner. De la même façon qu'on entraîne à respirer de façon plus profonde, on va s'entraîner progressivement à avoir un comportement qui est plus en adéquation avec ce que l'on souhaite. Et c'est un ensemble de choses dans votre quotidien. Vous allez voir aussi que la façon dont vous alimentez a un impact sur la pratique. Si vous mangez une grosse pizza juste avant le cours de 12h30, par exemple, ou si vous êtes en décalage horaire, comme c'est le cas d'Hélène, et qu'il y a le repas avant, je ne sais pas une pratique, je n'ai pas calculé le nombre d'heures, mais si vous mangez une pizza juste avant la pratique n'est pas du tout la même. C'est immédiat. Vas-y, Hélène. Je voulais faire une remarque par rapport à ça, justement, que tu parles de l'alimentation. Ouais. J'avais un contre-exemple, moi aussi. Je me souviens d'une époque, donc l'époque où je m'entraînais avec toi. Un soir, après le cours, j'avais une soirée Beaujolais. Et je n'avais pas pu arriver là-bas. J'étais super contente, évidemment, de rejoindre toute la bande et de pouvoir picoler et manger de la charcute. Et en fait, je n'avais pas du tout pu ni boire un verre de vin, ni manger une tranche de saucisson ou de jambon, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais tout m'était impossible. Et j'avais complètement halluciné, parce que je suis normalement la première à trinquer. Et là, mon corps me disait, mais ce n'est pas possible, en fait. Donc, il y a quand même un effet au-delà de notre volonté, parce que là, ma volonté, c'était clairement d'aller Je veux boire, je veux mon Beaujolais. Si je veux mon Beaujolais, mais mon corps ne veut plus. C'est très, très juste ce que tu as dit. En fait, c'est… Ah, mais je suis d'accord à 100% avec ce que tu as dit. Les deux vont fonctionner ensemble. Plus vous êtes attentif à votre corps, plus il va vous indiquer aussi ce qui est bon pour lui et ce dont il a envie. Mais ça reste qu'il faut en avoir envie.
C'est-à-dire, tu peux derrière, OK, tu as cette sensation, mais c'est pas grave, je vais boire quand même mon Beaujolais, quoi qu'il arrive. Et auquel cas, ce travail-là de plus de sensibilité à ton corps, bah, tu vas devoir le refaire au cours d'après. Et encore au cours d'après. Mais c'est très naturel, en effet, qu'après un certain nombre de mois de pratique, les gens s'arrêtent de fumer, par exemple, ou réduisent leur consommation d'alcool ou d'autres choses qui, jusqu'auparavant, ils n'avaient pas forcément conscience de l'impact que ça avait sur leur corps. Comme vous commencez à avoir plus de conscience et de perception de ce que ça a sur votre corps, ça peut transformer certaines choses de votre quotidien. Mais à nouveau, uniquement ce que vous voulez. Ce n'est pas des choses où c'est vous qui progressivement exprimez différemment un niveau de perception ou de conscience de votre corps, par exemple. Il y a quand même un truc, c'est que si tu manges avant, tu n'auras pas digéré. Si tu n'as pas digéré, il y a un ensemble de techniques d'une manière déjà qui vont être plus compliquées. Ce que dit Dieter ici, par ailleurs, c'est que quand on mange juste avant, on est en train de digérer. Donc, quand on est en train de digérer, on ne va pas profiter du tout, pareil, de la pratique. Ça, c'est vrai, mais ça va plus loin encore que ça. Vous allez vous rendre compte à certains moments que le fait de manger lourd le soir, votre pratique du lendemain matin n'est pas la même. Donc, tout ça, en fait, vous voyez, je vous donne des exemples très concrets, mais c'est progressivement, vous jouez en fait entre les deux. Vous voyez que la pratique, comme je disais, transforme notre état, et tout le début de notre atelier d'aujourd'hui, c'était de voir comment est-ce qu'on va amener ces techniques dans le quotidien. Et vous allez vous rendre compte qu'un certain nombre d'habitudes ou d'interactions que vous vivez au quotidien vont transformer de façon très forte la façon dont vous profitez des techniques. Et notamment, si vous devez en prendre un des concepts dans toute la partie vie quotidienne, les relations humaines est sans aucun doute le point qui fait qu'on peut se sentir extrêmement bien si on est bien entouré, on a des bons liens, etc. Du coup, nos pratiques sont excellentes. Et à l'inverse, si le jour où on s'est disputé, le jour où on est énervé contre quelque chose, tout devient extrêmement difficile. Rappelez-vous qu'on veut atteindre un niveau de concentration très élevé. Il vous suffit d'observer dans votre quotidien quels sont les éléments qui vous amènent à un niveau de concentration beaucoup plus faible, en d'autres termes, à être dispersé. Énervement, tristesse, dispute, etc. Donc, les deux vont former les piliers du travail qu'on peut faire ensemble. Le pilier technique, physiologique, travail régulier, et ensuite un travail de connaissance de soi et de conscience dans le quotidien pour mettre en place et les techniques dans le quotidien et mettre en place aussi un comportement plus élégant, plus raffiné. Et c'est pour ça que j'avais donné le titre d'aujourd'hui, méditation, conscience et connaissance de soi. Plus vous êtes présent, plus vous allez être conscient et plus vous allez apprendre à vous connaître. Et le fait de vous connaître vous donne la possibilité d'avoir un comportement plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Ce n'est pas une autre personne qui va souhaiter, c'est vous qui, peut-être jusque-là, auriez eu envie d'être plus, je sais pas, affectueux, chaleureux, etc. Mais très souvent, les émotions reviennent et vous n'êtes pas aligné avec ce que vous aimeriez être. Donc, c'est d'une certaine façon construire ce que vous avez envie déjà d'être. Mais vous avez ici plus d'outils parce que plus de conscience. Donc, plus de conscience, plus de visualisation, plus de présence dans ce que vous faites qui vous donne la possibilité de transformer un certain nombre de choses dans votre quotidien. Alors, à partir des semaines prochaines, on va rentrer dans notre programme annuel d'ateliers cours théoriques avec des grands modules. Donc, on va avoir un module sur bien-être et gestion du stress. On va beaucoup traiter ces questions-là que j'ai ouvert. J'ai ouvert des grands sujets. On va plonger dans chacun, voir comment appliquer, comment mettre en pratique un certain nombre de choses. Donc, on aura un module bien-être et gestion du stress, un sur l'intelligence émotionnelle et les relations, un sur la quête de sens et la réalisation, concentration, efficacité et intuition et créativité. Donc, on va avoir vraiment un spectre assez large qu'on va balayer au fur et à mesure de l'année et beaucoup d'ateliers aussi participatifs où vous devez réfléchir vous-même, amener vos exemples et au fur et à mesure des semaines, voir si tout ce qu'on a posé ensemble fonctionne aussi et apporter vos questions, vos doutes. Parce que toute la difficulté, ce n'est pas d'énoncer les choses, c'est de les mettre en pratique. C'est ça qu'on essaiera de faire ensemble au fur et à mesure des mois.